je m'appelle David Olivar et je viens du lycée de Marseille. Je vais vous présenter mon travail de recherche qui est intitulé, comme vous voyez à l'écran, Les enfants aux potentialités intellectuelles. Donc, pendant les minutes à venir, je vous parlerai des aspects principaux de mon travail. Tout d'abord, je vous introduirai les hypothèses et les objectifs que je me suis posés au début, avant de commencer le travail lui-même. Ensuite, j'analyserai la méthodologie que j'ai suivie pour élaborer le travail. Puis, je présenterai brièvement les points fondamentaux de mon travail. D'abord le développement théorique, et après je relierai ça avec la partie pratique. Et enfin, je vous présenterai les conclusions auxquelles je suis arrivé. Donc, d'abord, je me suis posé 3 hypothèses. Premièrement, les enfants à haute potentialité intellectuelle sont nés, combinent des facteurs qui sont génétiques d'un côté et d'autre côté des facteurs qui sont environnementaux, c'est-à-dire des facteurs qui ne dépendent pas de leur naissance mais qui dépendent de leur niveau de vie. On verra si ça se confirme ou pas. Deuxièmement, à cause de cela, le développement de ces enfants est différent des autres enfants et ces enfants ont des besoins spécifiques, ces enfants, disons, se développent différents aux enfants actuels. Et finalement, je me suis dit, d'après mon expérience personnelle que je vous raconterai à la fin, que la gestion de ces enfants, de ces cas où ces enfants se sont retrouvés, c'est pas, disons, optimal, et on verra si tout ça c'est vrai. Donc, afin de retrouver la réponse à ces 3 questions, ces 3 hypothèses, j'ai élaboré une partie théorique qui s'est fondée sur la recherche sur des sites internet et aussi sur de libres publications. En général, presque toutes mes sources sont en français, mais j'ai dû aussi consulter des sites en anglais et quelques-uns en espagnol. Et d'autre côté, l'élaboration de la partie pratique s'est faite surtout sous la forme d'entretien, qui était avec 2 psychologues, un d'ici à Barcelone et l'autre que je connais de Madrid. Et bon, j'ai utilisé l'information et leur connaissance et leur expérience pour m'aider, pour confirmer ce que j'avais trouvé pendant le développement théorique. Donc, d'abord, dans un premier temps, je me suis dit, ok, je vais parler des enfants à haute potentialité intellectuelle. Ça dit quelque chose du cerveau, de la main, enfin. Alors, il me fallait comprendre l'essentiel, la partie biologique, le système nerveux. Tout en recherchant, la première information, ce qui m'est arrivé, c'était qu'il y avait beaucoup d'informations, il y avait une surcharge de données. Et bon, je connaissais les profs de français de l'école, et ils n'étaient pas de la domaine scientifique. Alors je me suis dit, ok, il faut présenter les informations, il faut rédiger, il faut puis présenter d'une façon que même si une personne n'est pas très prête et très connaissante de science, va comprendre ce que je veux dire. Donc, s'il fallait définir avec une phrase, que je vous lirai textuellement, le système nerveux, ce serait un système, un complexe système biochimique qui est chargé de la transmission des informations par tout l'organisme. Ça c'est très généraliste. Alors, tout d'abord, le système nerveux est constitué par des neurones. Alors, ce sont des cellules spéciales qui transmettent des informations à travers l'influx nerveux. Ces neurones se trouvent partout tous les corps, et indépendamment de leur localisation et de la fonction qu'elles accomplissent, elles forment, disons, 2 grandes structures du système nerveux, le central et le périphérique. Tandis que le périphérique est chargé de ce qui est plus les actions de mouvement, les actions motrices. Celui qui va nous occuper, c'est le central. Donc, de celui-ci et de l'ensemble des organes qui constatent le système nerveux central dérivent des fonctions cognitives. Alors, ces fonctions sont 6. D'abord, nous avons la perception, nous. C'est la capacité de s'organiser et de comprendre les informations qu'on reçoit, soit par la vue, l'ouïe, les toucher. Le raisonnement, que c'est la capacité de planifier ses actions. On se trouve face à une situation, alors on dit, ok, on va élaborer, d'abord je ferai ça, ensuite ça, et finalement ça. Le langage, c'est une caractéristique exclusive humaine, vous le saurez, qui permet la communication écrite et orale. La mémoire, la rétention des informations à court ou à long terme. L'attention est une aptitude pour maintenir, disons, se concentrer sur un seul stimulus.
On est constamment bombardé par plusieurs stimuli. Alors, c'est concentré sur un, deux. Et finalement, la motricité, que c'est plutôt lié au système neuropériphérique, c'est la capacité d'utiliser notre corps dans un but déterminé, soit aller à une place ou être assis, choses comme ça. Alors, ces fonctions sont clés dans ce qui est le développement de l'intelligence, mais c'est quoi l'intelligence? En premier lieu, il fallait clarifier qu'il n'existe pas une définition d'intelligence, donc les scientifiques ne sont pas d'accord, même aujourd'hui. Alors, si l'on révise les définitions qu'ont données quelques psychologues de renom, comme Alfred Binet, on trouve que l'intelligence a trois caractéristiques qui sont disons, communes entre toutes ces définitions. Elle est une faculté globale, elle est dérivée de ces fonctions cognitives qu'on vient de voir, et elle interagit avec les milieux. C'est-à-dire l'intelligence, ce n'est pas une chose que c'est moi et ça. On est constamment. L'échange des informations aussi propice à l'intelligence. Alors, en 1904, un psychologue anglais, Sperman, propose un test qui permet de mesurer l'intelligence des enfants, et en base à ça, il les envoie à l'usine où il leur permet de continuer à étudier. Dans sa recherche, il trouve que les enfants qui étaient testés sur des différents domaines, soit des maths, de la langue ou des sciences, les enfants qui obtenaient une bonne note sur une épreuve avaient plus de chances statistiques de l'avoir sur les autres. Il a noté cet effet, il a dit que cela se nommait facteur G. Ce phénomène est encore accepté aujourd'hui, donc c'est la base des différents modèles qui se sont succédés. Il y a plus de 15 modèles, donc je ne vais pas les expliquer ou même les nommer. Mais simplement, pour que vous saviez, celui-ci est, ça fait peur, celui-ci est le plus, disons, accepté aujourd'hui, et c'est celui sur lequel les différents tests pour déterminer l'intelligence de l'individu se sont formés. Alors ce modèle intègre deux modèles des années 60 et puis cette union a été faite des années 70. Alors si l'on voit ici, nous avons le facteur G, qui est un facteur qui est indépendant des autres facteurs, mais qui est aussi relié à eux, comme vous voyez ici, signalé. On voit aussi que ces petits facteurs qui se trouvent au-dessus sont corrélés avec les fonctions cognitives, hein, comme vous voyez dans l'image ici. Alors, une fois qu'on a compris ce que l'intelligence, il nous faut savoir comment on la mesure. Cela se fait, je ne crois pas que je vais vous surprendre, mais avec deux tests psychométriques, peut-être que plusieurs d'entre vous l'aurez passé jamais. Enfin, le résultat de ce test, c'est un numéro, le quotient intellectuel. Mais bon, ça peut se calculer avec la formule que vous avez ici à l'écran, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que le quotient intellectuel est un indice de dispersion. Ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas un numéro qu'on dit, bon, tu as 120, alors tu es doublement intelligent qu'une personne qui a 60. Ce n'est pas vrai. Un indice de dispersion permet de situer l'individu dans l'ensemble de la population, c'est-à-dire un individu avec une ponctuation par exemple de 100 se trouverait juste au centre et serait la partie avec plus d'individus, comme vous voyez ici dans cette courbe de Gauss. Alors, ici on voit que 68% de la population a une ponctuation entre 85 et 50, et alors ça veut dire que des ponctuations qui sont plus hautes ou plus basses vont être moins fréquentes, et alors leur forme dans la courbe, vous voyez, ira. Alors, l'échelle plus utilisée pour les enfants a été créée les années 70 et modifiée 5 fois jusqu'alors. Pour cette échelle, nous avons trois types de preuves. Ce sont l'échelle totale, les indices principaux et les indices supplémentaires. L'échelle totale sont des preuves très, disons, communes, très simples. Par exemple, on vous donne un chiffre 2 et vous la répétez 2. Après, on vous donne 2, 5 et vous répétez 2, 5. 3, 4, 7. 3, 4, 7. Pour voir où est votre limite. Des épreuves assez si simples. À partir de ces épreuves, des résultats de ceci, nous avons votre quotient intellectuel total, qui va vous classer dans le tableau que vous avez ici. Mais il y a des autres épreuves qui permettent de retrouver par exemple vos points forts, vos faiblesses, et aussi la raison pour laquelle ce test est tellement utilisé, il permet certes à détecter les enfants qui sont très potentiels, mais aussi à détecter les enfants qui ont quelques troubles à l'apprentissage, à la lecture, troubles d'autisme. Donc c'est un test utilisé, oui, pour les enfants à toute intensité, mais pas seulement pour eux. Autrement dit, je
je vous ai bombardé avec beaucoup d'informations. Pour résumer un petit peu, nous avons voilà, les mécanismes biologiques dont lieu à l'intelligence, on les a vus. Comment cette intelligence et concept a été décrit et a été investigué pendant le XXe siècle, et comment cette intelligence se mesure actuellement. Ce qui lui manque donc, c'est de parvenir aux enfants eux-mêmes. Le titre au travail, c'était « Les enfants aux potentialités intellectuelles », mais j'ai inclus un petit sous-titre. C'était, je me demandais si c'était le nerf de la classe ou quelque chose de plus, s'il s'agissait de quelque chose plus intriqué que ça. Donc, d'abord, nous avons un phénomène qui s'appelle la dysynchronie. Les outils de détection, ces tests, je vous ai présenté les plus communs, mais il y en a d'autres. Ces tests servent à offrir un visage général de dysynchronie qui présente un enfant. Une dysynchronie, c'est une altération au développement hétérogène de l'enfant. C'est-à-dire un enfant de 6 ans aura un raisonnement, un langage et, disons, une expression, une forme de se mélanger avec les autres enfants propres de cet enfant-ci. Mais chez les enfants à haute potentialité, ça ne sera pas le cas. Par exemple, un enfant de 6 ans pourra avoir un langage d'un enfant de 15 ans. Ou, au contraire, un enfant de 6 ans sera réellement développé émotionnellement qu'un enfant de 3 ans. Donc, ça mène à différents problèmes. Ces dysynchronies peuvent se diviser entre des synchronies internes, qui se trouvent à gauche, et des synchronies, disons, sociales, de la relation avec les autres, qui se trouvent à droite. Donc, ces dysynchronies nous permettent, je vais vous énoncer quelques traits qui sont concernant les enfants en potentialité. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion de traiter, de parler avec eux, même si vous l'avez chez votre famille, vous noterez ça sûrement. Ce sont des enfants maladroits, ce sont des enfants peu habilideux. Ils pensent plus vite qu'ils peuvent agir, leur cerveau est plus vite que sa main. Ces enfants sont surtout angoissés par des pensées qui ne sont pas communes à leur âge. On n'espère pas qu'un enfant de 6 ans va parler du sexe ou de la mort, on n'espère pas ça. Et aussi, c'est plus commun les enfants qui sont traités comme des adultes. Par exemple, il y a un fils de 10 ans qui parle, qui agit, qui discute comme un enfant de 15 ans. Le parent va dire « Ok, j'ai un petit adulte chez moi, donc je le traite comme ça ». Et ça nous mène à des enfants qui n'ont pas de restrictions, des enfants qui ne sont pas, disons, disciplinés. Et ça a été une source de problèmes, de troubles enfants. Nous avons aussi un problème, surtout chez les enfants les plus petits. Ces enfants ont des pensées très, disons, très abstractes, mais ils ne trouvent pas les mots à s'exprimer. Parce qu'un enfant de 6 ans n'aura jamais entendu des mots très compliqués, mais il notera, il va noter ce qu'il veut dire, mais il ne trouvera pas les mots à s'exprimer, alors il va s'angoisser. C'est très inquiétant. En ce qui concerne l'école, bon, c'est peut-être le plus cliché, ces enfants sont habituellement isolés. Ces enfants ne partagent pas le même intérêt que les enfants de leur âge. Ce sont aussi des enfants qui refusent les montres d'affection. Ce sont des enfants plutôt plus typiques à s'enfermer sur eux, se recroqueviller sur eux. Donc ça aussi affecte surtout sur le plan familial, mais aussi le scolaire. Et bon, enfin, nous avons des enfants qui sont très intransigeants et très, disons, un enfant très intransigeant, très intolérant, mais on pourrait penser sur les autres. C'est pas vrai, ces enfants sont ça sur eux-mêmes. Ils s'appuient sur cette pression, ils disons, constamment sur eux. D'autres caractéristiques que vous aurez notées, ces enfants ont un sens de l'humour qui n'est pas typique à leur âge, de blagues qui ne se correspondent pas avec un enfant de 10 ans. Ils sont des enfants très autonomes, ce qui est relié avec leur isolement. Ce sont des enfants très sensibles, très intuitifs. Et tout ça, c'est le typique enfant que vous verrez et vous direz « Ouais, c'est un enfant comme tous les autres, mais il est très intelligent ce gars, cette fille », vous direz ça, pour la plupart des cas. Et bon, pour conclure, les conclusions auxquelles je suis arrivé, j'ai trouvé 3 conclusions d'abord. J'ai pu confirmer mes 3 conclusions. Les enfants en potentialité, oui, ils sont dérivés, sont nés de facteurs génétiques, mais ça aussi dépend de leur environnement, c'est-à-dire des niveaux socio-économiques, de possibilités d'éducation, ça dépend. Il y a beaucoup d'enfants en Afrique qui auraient la capacité, qui auraient disons, la ponctuation dans les tests pour être surdoués, pour être à haute potentialité, mais comme ils n'ont pas de ressources, ils ne pourront jamais exploiter ces capacités.
je suis vu que ces enfants ont besoin d'un abordage différent aux autres enfants parce que leur condition va changer toute sa vie pratiquement. Et bon, ils ont besoin d'un soutien psychologique, soit à l'école, soit à la famille, préférablement aux deux. Mais aussi, l'école doit aider et doit pousser ces enfants à un modèle éducatif qui puisse s'adapter à eux. Et bon, ça se relie un peu avec la quatrième, je vais citer un petit peu. La quatrième conclusion moi-même, je suis un enfant à haute potentialité. Et bon, ce travail, dans un premier temps, m'a permis de mieux connaître mes points forts, mes faiblesses, mieux me connaître moi-même, mais aussi m'a permis de voir et analyser mon parcours scolaire, ma vie scolaire. On a fait ça, on m'a accéléré un cursus, ou puis on a vu que ça marchait ou ça ne marchait pas. Donc, grâce au travail aussi, j'ai pu voir ça. Et très rapidement, bon, ce que je vous ai mentionné là au début, qui est aussi corrélé avec ça des écoles, la population devrait avoir un petit peu des informations, un petit peu de formation peut-être, pour savoir comment agir au cas où ça se donne. Et bon, merci pour votre attention.